Bonjour et bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Voici la deuxième partie de l'entretien de Philippe Garneau réalisé par Claude, où nos deux briscards se remémorent l'envol il y a 40 ans, le 5 octobre 1984, du premier Québécois, frère de Philippe, Marc Garneau, à bord de la navette américaine Challenger. À l'époque, Claude couvrait l'événement pour le magazine Québec Science. Quant à Philippe, le frère de Marc, il couvrait cette mission sur les ondes de la plus importante station radio de Montréal, CKAC 73. Ce fut l'occasion pour eux de faire connaissance et de nouer une amitié qui perdure 40 ans plus tard. Nous rejoignons maintenant Claude et Philippe à leur arrivée à Cap Canaveral, dans les instants qui vont précéder un décollage émotionnellement très intense. Nous sommes donc arrivés à Cap Canaveral pour ceux et celles qui n'ont jamais été sur place, et c'est un site très, très intéressant à visiter. On peut dire qu'il y a deux sites à voir. Le premier, c'est le centre des visiteurs. Là, donc, c'est la première porte d'entrée. Et là, il y a beaucoup de choses à voir. Si vous avez la chance d'y aller, là, il y a un prix d'entrée. Ça coûte assez cher, soit dit en passant. Je pense que ça coûte quelque chose comme 50 ou 60 dollars américains ou quelque chose dans ce genre-là. Mais là vous allez avoir plein de capsules spatiales, des véritables capsules spatiales. Il y a le jardin des fusées où il y avait plein de fusées. Il y a une navette spatiale, une des vraies navettes spatiales qui a volé. Je pense que c'est Endeavour. Je ne sais pas c'est laquelle, je ne l'ai pas vue. En tout cas, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à voir. Si vous avez la chance d'y aller, allez-y. Et il y a un deuxième site qui est situé à environ peut-être 3 km plus au nord, qui est situé juste à côté du fameux VAB, là, l'immense building qu'on voit d'ailleurs de partout. Le VAB, dans ce coin-là, on le voit un peu comme la Tour Eiffel à Paris. On le voit de partout. C'est l'immeuble qui a une cinquantaine d'étages de haut et dans lequel sont assemblées à l'époque la navette spatiale, aujourd'hui les fusées lunaires. Et juste à côté de cet immense building-là, de cet immense immeuble-là, il y a une fusée Saturne V qui est couchée sur le sol. À l'époque où Philippe et moi étaient allés, la fusée était en plein air. Donc, exposée aux intempéries de la Floride, les ouragans et autres manifestations météo. C'était fantastique d'aller voir cette fusée-là parce que c'est une vraie fusée, c'est une véritable fusée qui aurait pu envoyer un équipage d'Apollo sur la Lune, mais on ne l'a pas fait pour des raisons financières. Donc, si vous y allez aujourd'hui, la fusée est dans un bâtiment. Ils ont construit un bâtiment par-dessus pour la protéger. Ça vaut vraiment, vraiment la peine de la voir et d'être à côté du VAB. Normalement, vous ne pouvez pas aller au VAB parce qu'on est en train d'assembler des fusées. Quand on assemble des fusées, il y a un danger d'explosion. Donc, le public n'est pas admis dans le VAB normalement. Et juste à côté de ce site-là, il y a le site de presse, c'est-à-dire les fameuses estrades que vous avez peut-être vues en photo ou au cinéma où les gens sont là et assistent au lancement des fusées Apollo à l'époque, des navettes spatiales à l'époque de Philippe et moi. Donc, c'est juste à côté et je vais demander à Philippe, tu as eu la chance d'y aller, c'est quoi tes impressions? Décris-nous un peu ce que c'est le fameux site, les fameuses estrades à partir desquelles on peut voir un lancement de fusée. Eh bien, d'abord et surtout, ce qui étonne, c'est que les gradins, et c'est vraiment des gradins, et ils sont blancs, ils sont ouverts, ils font face, bien sûr, à la navette, de l'autre côté d'un énorme étang. Mais ce qui est remarquable, c'est que, tu sais, dans la vie, on a des images qui sont dans notre tête, dans notre mémoire, parce qu'on s'en rappelle avec des centaines de caméras, avec des lentilles qui pointent tous dans la même direction, des journalistes du Japon, de l'Afrique, de l'Amérique du Sud. On voyait vraiment, quand on voyait le lancement pour Apollo ou Gemini, et ce qui étonne, c'est que quand tu arrives là, tu dis, c'est exactement comme je pensais. Exact. Alors ça, c'était ma première observation. Deuxièmement, c'était le fait que j'étais pas dans le coin en haut, en arrière, mais que je sais pas comment on a réussi ce coup-là, Claude. Peut-être on est arrivé très tôt, mais on était parfaitement situé au centre. On voyait en face de nous et maintenant, la NASA met des télés devant tout le monde à tous les 20 pieds, des grands écrans où on pouvait voir ce qui se passait dans la Chambre Blanche. Et puis, alors pour moi, la mémoire que je retiens des gradins, c'est d'arriver, parce que pour moi, la première fois que je les ai vus, c'était pas le jour où je suis arrivé, mais le jour du lancement, parce qu'on est arrivé là vers 4 heures du matin. Pour se préparer, pour vérifier. Et c'était un peu surréel parce que une fois que Michel était installé, Michel vient, et j'avais mes écouteurs, j'entendais les émissions du matin à Montréal, je regardais la navette qui était sur
sa piste de décollage, si c'est le bon terme, et avec les spotlights, la lumière. Alors, c'était un peu surréel parce que j'entendais le trafic à Montréal, je regardais un véhicule qui allait aller dans l'espace, et entre les deux, il y avait une télé qui montrait mon frère en train de mettre son casque, dire au revoir aux techniciens dans la chambre blanche, et entre le moniteur, l'écran, et moi, mon frère Braun, mon frère aîné, qui était libre jusqu'au moment du lancement où il est allé s'asseoir à côté de l'animateur de CTV. Et ensemble, alors c'était presque une perspective Canada, Floride, mon frère, mon autre frère, et tous dans le même plan, simplement en regardant devant moi. Et je devrais vous confier que j'aimais aussi le fait qu'il y avait une chambre portative avec des beignes et du café. Alors, il y avait une atmosphère de party un peu, parce qu'on était tous, on avait tous mal dormi et on était éveillés, et on avait un niveau d'adrénaline. Et quand on voit les photos des gradins, ce qui manque, c'est qu'on n'entend pas ce qu'ils nous disent. Et vous savez, dans les bandes dessinées, on voit un poteau de téléphone avec un haut-parleur en haut, puis quand quelqu'un parle très fort, le haut-parleur bouge un peu, parce que c'est des comics, c'est de l'animation. Mais c'était un peu comme ça, parce qu'on entend les haut-parleurs nous disant on est en train de vérifier ceci, moins 9 minutes, etc. Et tu dis, hey, c'est comme dans les films. Ouais, tout ce qui manque, c'est quelqu'un avec une batterie en train de faire des ta-ta-ta-tam, ta-ta-ta-ta-tam, ta-ta-ta-ta-tam. C'est la musique martiale et militaire. Et au-delà de tout cela, c'est l'aube et le soleil se lève. Alors, c'est vraiment du cinéma, et les gradins, et il y a aussi l'horloge numérique en face de nous avec le déclin chaque minute, chaque seconde. Alors, c'est vraiment quelque chose de très spécial et qui n'a pas son égal. Et ça donne l'impression d'un peu un dernier au revoir, mais avec l'emphase sur le revoir. Oui, c'est ça. On s'attaque à notre frère. Qui revienne. Ils reviennent sur Terre, effectivement. C'est ça. Fait que c'est un moment. Fait que toi, t'es pas allé parce que tu étais journaliste. Racontons aussi le lancement, finalement, quand on est rendu à Cap-Fédéral. On sait qu'il va avoir lieu le 5 octobre. On espère qu'il va avoir lieu le 5 octobre au matin. Le jeudi, toute la journée du jeudi, on a passé notre journée au site de presse où là, on a une quantité d'experts qui nous parlent à la fois des préparatifs de la mission, donc comment ça devrait se dérouler, quelles sont les conditions techniques, les conditions météo. Il y a aussi des chercheurs qui nous parlent des expériences qui vont être réalisées à bord, etc. Donc, on passe vraiment la journée à la fois à consulter quantité de documents et parlant des gens faire intéressants. D'ailleurs, ce qui est intéressant à la veille d'un lancement comme ça, je dirais, il y a plusieurs astronautes sur le site. Il y avait les autres astronautes canadiens, les autres collègues de Marc, mais il y avait aussi des astronautes américains. On pouvait faire des rencontres assez intéressantes. Et je vais t'amener sur un point qui est assez intéressant. La veille du lancement, le soir, au moment du coucher du soleil, on nous amène, nous les journalistes, je vous disais presque au pied de la navette. En fait, on est à quelques centaines de mètres de la navette. On a l'occasion de la contempler de très proche parce qu'en temps normal, comme lors du décollage, on va être à quelques kilomètres de distance. Mais là, le soir, au moment où le soleil se couche, on nous amène donc au pied de la navette on est peut-être à 200-300 mètres, je ne sais pas la distance, et elle est là. Te souvenir de ça? Décris-nous la scène. Eh bien, la scène est intéressante parce que on est en train on rapproche l'objet le plus complexe jamais créé. Mais bien sûr, moi, je vois pas seulement une fusée, mais je vois un objet qui va porter mon frère vers le ciel et dans un voyage assez spectaculaire. Encore une fois, il y a l'élément du son parce que il commence, je me rappelle plus s'il commençait à mettre le carburant dedans, mais on voit, mais tu le sais et je le sais que le métal contracte et ça fait du bruit. Mm-hmm. Ça fait des clics et des pops. Alors c'est un peu comme si c'était vraiment un objet vivant. Et avec la lumière et les lumières, mais surtout ce qui frappe, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde.
parce que le plus de gens qui sont là, le plus de chances que quelqu'un échappe une plume ou laisse un tournevis à terre, etc. Alors, c'est un processus d'élimination où de plus en plus, au fil du temps, de moins en moins de gens vont être sur le site. Alors, ça nous donne un peu... c'est pas l'équivalent d'aller dans le port de Montréal et dire au revoir à un bateau qui quitte. C'est pas du tout comme ça parce que c'est du théâtre de premier rang et ça nous donne l'occasion de voir vraiment cette magnifique technologie qui semble respirer. C'est ça. D'ailleurs, on peut donner comme précision qu'on nous amène là en autobus. On est, par exemple, 2 autobus de journalistes. On est peut-être une 50aine de journalistes. En fait, je ne sais pas comment on était, mais avant d'embarquer dans l'autobus, ils nous ont, entre guillemets, confisqué nos cartes de presse avant de partir pour être certain qu'au retour, on récupère notre salle de presse puis qu'il n'y a pas quelqu'un qui est resté derrière. T'sais, c'est très surveillé. Personne ne pourrait rester derrière pour peut-être vouloir s'en approcher. Il y a une clôture, soit dit en passant. On ne pourrait pas avoir accès directement. Mais c'est très, très contrôlé, effectivement, les gens qui ont accès à la navette. Nous, on est tenus à, je ne sais pas, à 200-300 mètres de la navette spatiale. Là. On est quand même assez loin, et on la voit bien. Puis c'est la chance de la voir vraiment de très, très bien. Là, il faut se rappeler, on est le soir, la veille du lancement. C'est au coucher du soleil. Je pense qu'il devait être à peu près vers 19h le soir. Et là, le lancement est prévu le lendemain matin, en fait 12 heures plus tard, vers 7 heures du matin. Là, ce qu'il faut, c'est aller se coucher le plus tôt possible parce qu'il faut revenir au site de presse vers quelque chose comme 2 heures du matin, 2 ou 3 heures du matin. Surtout qu'on nous dit, écoutez, ça se peut qu'entre votre hôtel et le site, il y ait beaucoup de trafic parce qu'il y a aussi le public qui est maintenu à plus longue distance, mais qui pourrait nous obstruer la voie de passage pendant un bout de temps. Fait que vous n'arrivez pas là à 7h moins quart si la navette part à 7h03. Vous arrivez. Fait qu'on arrive au beau milieu de la nuit. Et là, évidemment, essayez de penser, je pense ce soir-là, on s'est couché peut-être vers 9 h le soir. Il fait peut-être plus clair en Floride à ce moment-là, au mois d'octobre. Mais je veux dire, à 9 h le soir, on n'a pas le sommeil. On sait qu'on va se lever vers peut-être 2 h du matin pour se préparer puis y aller. Donc, je ne sais pas, je ne me souviens pas si j'ai dormi ou pas. C'est un drôle de moment. Et surtout qu'on peut penser, on va voir quelque chose de formidable le lendemain. Et on s'imagine, les astronautes sont dans le même état que nous. Eux aussi se sont couchés probablement beaucoup plus tôt que nous parce qu'eux, ils doivent être en super forme. Et là, ils doivent, je ne sais pas comment ils font pour dormir tant bien que mal. Et là, je vais raconter l'arrivée à Cap Canaveral, c'est-à-dire, imaginez, il est peut-être 2 h, 2 h 30 du matin. Soit dit en passant, je l'ai fait avec un collègue, le journaliste du Soleil, Claude Tessier, que je salue, qui n'est plus de ce monde. Mais c'est Claude et moi qui avons voyagé. Et c'est intéressant parce que quand on s'approche de Cap Canaveral, on est peut-être à 10 km de Cap Canaveral et on voit dans le ciel une colonne de lumière s'élever au loin. Au début, c'est un peu intriguant. On sait que c'est là où se trouve la navette. Et là, plus on s'approche, plus on réalise qu'il y a des immenses spots qui éclairent la navette. Probablement que si vous êtes à côté de la navette, il fait aussi clair qu'en plein jour. Mais vu de loin, on voit donc un immense jet de lumière qui monte jusqu'au ciel, presque comme si la navette était décollée. Et plus on s'approche, plus on découvre que ce sont les spots qui illuminent la navette. Et donc là, on arrive au site de presse, il est peut-être 2-3 heures du matin. Il y a une salle de presse dans laquelle on nous sert le café, les bains, tout ça. On est vraiment bien accueillis par la NASA. On peut rencontrer encore des gens. Là, ils vont nous faire un rapport météo. Est-ce que la météo s'annonce bien, tout ça? Et là, si je refouille dans ma mémoire, j'ai vécu l'un des plus beaux moments de ma vie. Comme je l'ai dit en début de balado, c'était pour moi un rêve de voir des astronautes s'envoler. Et là, je me retrouve à un moment donné, il est peut-être 4 heures du matin, 3 heures du matin, dans les estrades dont on a parlé il y a quelques minutes, dans les gradins dont on a parlé il y a quelques minutes. Je suis assis là et je suis à peu près seul. Tous les autres sont dans la salle de presse en train de prendre un café, discuter entre eux autres. Et là, j'ai eu l'impression de me retrouver seul avec la navette spatiale. Elle est devant moi, elle est à peu près 3 km d'où je suis. Et là, je me dis, dans quelques heures, si tout va bien, je vais assister au rêve de ma vie. Et c'est quand même un moment inoubliable parce que c'est rare dans la vie qu'on voit venir le rêve auquel on a, puis on dit on va y assister dans quelques heures. Et ça a été un moment pour moi, puis il n'y a personne autour de moi, il n'y a presque aucun bruit, il y a quelques criquets qui font leur craquement, mais ça a été un moment très extraordinaire en sachant que là, nous allions voir la navette s'envoler dans quelques heures. Le lancement était prévu à 7h03. Et toi, de ton côté, Philippe, comment tu as vécu est-ce qu'on dit cette matinée ou cette soirée, là, dépendamment de l'heure à laquelle on est? Alors,
très bonne question, parce que je n'étais pas tout seul à ce moment-là. Ma femme, à l'époque, on n'était pas mariés, mais elle venait d'arriver par un autre moyen avec le reste de ma famille, et on partageait notre chambre d'hôtel. Et vers 2h30 du matin, on essayait de dormir. On savait qu'on allait avoir une visite. Parce que mon frère aîné, Bron, le frère aîné de Marc, est arrivé indépendamment. Le réseau CTV lui avait donné un billet d'avion et dit, si vous voulez venir, on voudrait faire une entrevue avec vous, venez. Alors, il arrive et il y avait un deuxième lit dans notre chambre. Alors, je me suis réveillé pour l'accueillir dans la nuit et je me rappelle très bien de le regarder dans les yeux et puis lui dire, en anglais, can you believe this? Est-ce que tu peux le croire? Qu'est-ce qu'on est ici pour faire? Et c'est intéressant parce que une fois que j'avais mon autre frère et le troisième frère était au Canada, collé à la télé, mais j'étais là avec ma femme, j'étais là avec mon frère, et il y avait une portion de mon cœur qui voulait simplement être avec ma famille et ne pas être journaliste, parce que en fin de compte, une fusée, c'est une fusée, et on peut la voir de 4 km ou de 5, ça fait pas grande différence dans un sens. Alors, pour moi, c'était deux émotions. C'était pas mon rêve depuis que j'étais enfant, parce que c'était pas le parcours que j'anticipais, mais une fois que j'étais décidé que j'allais participer à cet événement, c'est devenu un rêve. Et j'étais là un peu à me pincer en disant, hey, est-ce que c'est possible que dans quelques minutes, je vais aller en ondes et parler à des millions de Québécois et ils vont avoir l'expérience à travers moi, de qu'est-ce que c'est que de voir une fusée décoller avec un membre de sa famille pour rendre le Canada très fier, etc. Alors, c'était un moment de fierté. Et le dernier point, c'est que tu m'avais dit, tu sais pas comment les astronautes, eux, réussissaient à dormir. Il faut pas oublier qu'ils ont ajusté leur heure de sommeil pendant 3 semaines, de façon à ce que 3 heures du matin soit l'équivalent de 6 heures du matin, parce que il fallait choisir un temps d'éveil qui marcherait pour quelqu'un qui est en orbite. En d'autres mots, il passe tellement de zones de temps temporelles qu'il faut choisir quelque chose. Alors pour eux, se réveiller à 3 heures du matin ou être prêt à 3 heures, c'était l'habitude parce qu'ils étaient entraînés pour ça. Pour nous, c'était un grand défi parce qu'on avait je présume que j'avais bu une bière et j'étais tout excité, tu sais. Et c'est un peu comme demander à un enfant la veille de Noël, va te coucher, puis quand tu te réveilleras, ça va être le fun. Hey, bonne chance pour dormir. C'est ça, exactement. C'est ça. Un autre moment à rappeler, c'est qu'environ 2 heures avant le décollage, il y a la sortie des astronautes de leur quartier d'habitation. En fait, eux, ils se sont levés peut-être à quelque chose comme à 3 heures du matin. Ils ont pris leur petit déjeuner, composé souvent de steak, d'œufs et autre chose. C'est un repas du gâteau. Et du gâteau, c'est ça, assez copieux. Et là, vers à peu près, probablement 5 heures du matin ou quelque chose comme ça, 4h30, 5 heures du matin, là, la NASA nous amène au pied du bâtiment où ils ont passé la nuit. Et là, on les voit, je pense que tout le monde va voir la scène dans la tête là, quand les astronautes sortent par une grande porte puis ils vont monter dans une espèce de véhicule, une familiale, une petite camionnette là, pour aller à l'espace. Et là, on est là, puis évidemment, c'est assez émouvant parce qu'ils passent peut-être à 3-4 mètres de nous, là, et ils nous saluent, on les reconnaît, dans le fond, ils reconnaissent certaines des personnes qui sont dans la foule. Puis j'imagine que pour toi, Philippe, tu étais là, ça doit être encore plus émouvant parce que toi, tu vois ton frère. Moi, j'ai vu Marc, que j'avais rencontré quelques fois auparavant, mais toi, tu as vu ton frère passer sous le nez, il s'en va s'embarquer pour un voyage dans l'espace. C'est un moment assez émouvant, j'imagine. Oui, mais tu vas être déçu. J'étais pas là. Je l'ai vu à la télé. Toi, tu étais là. Oui. Et tu vois, quand Marc sort, on entend une question de Yves Savory, et puis il dit « It's all good » ou quelque chose comme ça. Ils sont tous heureux, mais on est en train de voir ceux qui vont faire la job qu'aucune autre personne veut faire. Sauf ceux qui sont passionnés, mais pas réalistiques. Parce que c'est super dangereux. C'est ça. Mais ils sont entraînés pour ça. C'est ça. Là, on va vous faire jouer un document d'archives, c'est-à-dire qu'on a l'enregistrement de Philippe et de Michel Vien qui sont en direct
à Cap Canaveral qui parlent sur les ondes de CKC Montréal et qui vont nous décrire comment ça se passe et vous allez sentir l'émotion dans la voix de Michel, mais surtout dans la voix de Philippe. Première séquence qu'on vous fait jouer, c'est 20 minutes avant le décollage. Philippe et Michel entrent en ondes, nous expliquent ce qui se passe. Écoutez bien ça et attendez la suite. À mes côtés, Philippe Garneau, le frère de Marc. Philippe, on est maintenant à moins de 30 minutes si l'on s'en remet au décompte officiel, sauf qu'il faut prévoir un arrêt obligatoire de 20 minutes du compte à rebours, ce qui veut dire que à 7h03 exactement, la navette devrait quitter la rampe de lancement. Comment est-ce que vous vous sentez au moment où on se parle? Très, très excité, bien sûr. Je vois la fusée, plutôt la navette qui se trouve là-bas. Et puis, j'essaie de me demander ce que Marc doit penser en ce moment. Je sais qu'il est sur le dos et qu'il regarde environ un pied au-dessus de sa tête une boîte avec l'inscription très simple, produit hygiénique. Et je sais que ça ne doit pas être très stimulant. Ma mère lui a conseillé de refaire passer dans sa tête, dans sa mémoire, tous les poèmes qu'il avait appris comme enfant pour le distraire et pour lui le détendre un peu. Mais j'en doute. Et maintenant, un deuxième extrait où là, on est à quelques minutes du décollage. Et là, encore là, vous allez voir que la tension commence à augmenter et vous allez sentir la fébrilité dans la voix de Michel et de Philippe. Et je vous rappelle, l'enregistrement, la qualité n'est pas aussi bonne qu'aujourd'hui. C'est un enregistrement qui date de 40 ans, mais ça donne une bonne idée de ce qui se passe. Eh bien, d'abord, contez-moi donc comment se sent-on quand on est vis-à-vis un événement semblable et qu'on est sur les lieux. J'ai un peu l'impression que ça doit être comme quand on a vu le pape. Ça doit être extraordinaire. C'est absolument extraordinaire, Jacques, effectivement. On voit très, très bien d'ici la rampe de lancement d'où la navette partira dans quelques minutes maintenant. Je dois vous dire que le compte à rebours s'est arrêté à 9 minutes maintenant. C'est un arrêt obligatoire, un arrêt qui est prévu à la procédure normale de ce compte à rebours. On va procéder aux dernières vérifications et à 6h54, le compte à rebours devrait se remettre en marche pour nous mener au lancement qui aura lieu, lui, à 7h03. On peut dire, Jacques, que c'est une mission qui est importante, quoi qu'on ait pu en dire jusqu'à maintenant. Il y a certaines personnes qui prétendent que c'est une mission plus ou moins importante compte tenu du fait que c'est pas une mission commerciale. Premièrement, c'est une mission qui est essentiellement scientifique, au cours de laquelle on va procéder à de nombreuses expériences, dont une dizaine d'expériences canadiennes qui seront réalisées par Marc Garneau, bien sûr. Marc Garneau qui devient le premier Québécois à participer à une mission de la navette spatiale. Et quand on lit son curriculum vitae, on comprend un peu pourquoi Marc Garneau a été choisi, n'est-ce pas? Oui, effectivement. C'est un type qui a eu une carrière militaire brillante. C'est un génie en aéronautique, en naval. En naval, oui. En naval, électronique, c'est ça. Philippe pourrait certainement nous en parler un peu. Philippe, quel genre de carrière est-ce que votre frère a connu dans les forces armées? Une carrière plutôt éblouissante. Il a commencé avec le Collège militaire royal à 16 ans, qui est traditionnellement un point d'entrée très reconnu si on veut devenir un officier de carrière dans la marine. Alors, ensuite, il est allé à l'inverse du Collège militaire royal à Kingston, sauf en anglais, pour poursuivre ses études. Ensuite, il est entré en génie, il est allé au Collège impérial de Londres, et entre-temps, il avait fait ses voyages transatlantiques. C'est des voyages, il en a fait 2, avec une équipe d'ailleurs de 12. Il a d'ailleurs cité que ces voyages étaient très utiles parce que ça lui a appris comment vivre dans un espace très limité avec une équipe sous des conditions qui ne sont pas toujours très favorables. Alors c'est une expérience qu'il a pu amener avec lui pour... tout à fait valable, en tout cas, pour la mission qui l'attend. Hein. C'est ça. Et oui, et oui. Et maintenant, comme troisième enregistrement, là, c'est le moment du décollage. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est que vous allez l'entendre comme les auditeurs de Télémédia CKC, c'est-à-dire à la radio. Vous avez évidemment probablement le film dans la tête, mais écoutez bien la description qu'en fait Michel Vieille et, j'oserais dire, les réactions de Philippe qui, lui, je pense qu'on peut dire, se possède plus. Très bien. Alors, il reste à peine 45 secondes, Michel. Je vous laisse l'antenne à vous deux et racontez-moi ce que vous y voyez. Oui, moi, je voudrais essentiellement que Philippe s'en charge. Philippe doit vivre des émotions assez extraordinaires actuellement. Moi, j'ai du mal à tenir mes jumelles, les mains qui me tremblent. En tout cas, je vois en face de moi la navette. Il reste 1 minute et c'est bye-bye pour Marc. Il décolle et il prend pour le ciel. On dirait qu'il y a un corridor parfait. Bon, ça arrive, là. Mon Dieu. Dans 15 secondes, exactement. 15 secondes, OK.
En tout cas, tout se déroule à la perfection jusqu'à maintenant, n'est-ce pas? Tout se déroule merveilleusement bien, Jacques. Ça y est, Voilà. les moteurs commencent déjà. 4, La mise à feu des moteurs. Ça y est, oui, c'est parfait. C'est parti. Mon Dieu. Aïe, aïe, il y a un nuage énorme. Oh! Bravo, bravo, Une flamme Éclatante. éblouissante, Jacques. Vous allez entendre, ça y est, ça arrive. bravo. Le bruit commence à nous rejoindre. Il est parti, mon Dieu. Et le sol tremble sous nos pieds, Jacques. Oui, Wow! alors, merveilleux, merveilleux. Ah! C'est à nous en couper Quel le moment vent. C'est superbe. extraordinaire. La navette vient de franchir une couche de nuages. Oui, on entend le bruit, Michel, oui. Un craquement comme le tonnerre, n'est-ce pas? Alors, ils ont déjà dépassé la hauteur d'un 747, n'est-ce pas? Bon, ils sont déjà presque à l'orée de l'espace, pour ainsi dire. Quelques secondes plus tard, maintenant, ça fait presque une minute maintenant qu'ils sont décollés. Incroyable, hein? Avec une poussée de 6 millions de livres, inutile de dire que la navette se déplace très rapidement. Elle atteindra d'ailleurs la vitesse du son en l'espace de 50 secondes seulement, ce qui veut dire que c'est fait déjà au moment Ah oui, où on c'est se parle. fait, oui. Alors, un lancement absolument extraordinaire. Jacques, on a encore sous les yeux cette colonne immense de fumée blanchâtre. Évidemment, Philippe est tout ému à mes côtés. Je sens presque son cœur battre. Mais oui, sûrement. Il regarde encore ces quelques flammes qui s'échappent des moteurs principaux que l'on aperçoit à peine maintenant. Ils sont dissimulés par les nuages. Ça a été vraiment un spectacle incroyable. C'est d'entendre ce bruit, de sentir le sol vibrer sous ses pieds. Et je me mets dans la peau de Philippe, j'en ai le cœur qui palpite moi aussi, et pourtant je ne connais personne dans cet appareil. C'est un spectacle fascinant. Au contraire, on est tous un peu parents avec Marc Garneau ce matin, les parents pauvres qui resteront à la maison. On sent tous un lien de parenté extrêmement proche de Marc Garneau ce matin, en tout cas. Très certainement. Marc qui aura l'occasion de passer 8 jours maintenant dans l'espace avec ses camarades. Il se passe quelque chose là, Michel. Je pense qu'on vient de détacher les deux fusées là, les deux petites fusées de chaque côté. Oui, on les voit. On appelle ça les Solid Rocket Boosters en anglais. Le nom français m'échappe continuellement. On vient de procéder au largage. Les fusées à carburant solide. On vient de les lancer. La navette est partie, comme vous savez, sur le dos à un angle de 57 degrés. Alors, ça décrit pas simplement une trajectoire directe, mais ça fait un angle sur le dos. C'est quelque chose. Ah oui, mais ils sont habitués à ça maintenant depuis le temps qu'ils se pratiquent, n'est-ce pas? Là, voilà, c'est le grand moment est déjà dépassé, déjà derrière eux. Je suis certain maintenant qu'ils ont repris leurs émotions et qu'ils les contrôlent parfaitement déjà quelques minutes, c'est 3 minutes près après le décollage. Ces deux fusées que l'on vient de larguer sont récupérables, hein? C'est un détail intéressant à noter. Je ne savais pas. Je savais que le gros réservoir était récupérable. Je ne savais pas que les deux petites fusées étaient récupérables aussi. C'est le contraire, Jacques. Les deux mini-fusées qui viennent d'être larguées sont récupérables. Le réservoir extérieur, lui, ne l'est pas. Ah bon? Il sera largué plus tard au cours de la mission, autour de 8 minutes après le décollage, et va se désintégrer dans la haute atmosphère. Ah bon? Oh mon Dieu, si on regarde en haut, on voit un nuage incroyablement éblouissant. Et puis, c'est comme s'il y a un trou dans les nuages et la lumière perce, mais suit les vapeurs de la fusée. Dans environ 4 minutes, Marc sera en orbite, où il commencera à voyager à 8 km/s autour de la Terre. Et ceci fait, j'essaie de me demander ce qu'il pense maintenant, parce que c'est si vite, c'est comme un peu... c'est comme voir des feux d'artifice. On est surpris que c'est terminé. Et je regarde le ciel et je me dis, bon, je veux encore en voir. C'est pas fini, mais... Comme on dit dans la vernaculaire, il est parti. Il est parti, oui. C'est bête de le répéter, mais c'est à ça que je pense. Dis-moi, Philippe, quand t'as entendu cet enregistrement-là, quand t'entends ça 40 ans plus tard, quel effet ça te fait? Des frissons, en premier lieu. Le cliché, c'est que je serais embarrassé parce que j'étais enthousiaste ou déçu que je n'ai pas dit quelque chose de mémorable comme One Giant Step ou quelque chose comme ça. Mais il faut se rappeler que quand tu demandes à quelqu'un de décrire le lancement d'une fusée, c'est une fusée qui monte. C'est dur à trouver les mots pour exprimer qu'est-ce qui se passe parce que on le sent. Le décrire, on dit il y a de la lumière, ça fait du bruit et ça part et c'est rapide. Il faut être
quasiment poète pour pouvoir trouver le moment, un peu comme quand le Hindenburg est explosé en feu, tu sais. Ça, c'est des moments. Alors, dans un sens, je me demande maintenant, avec un écart de 40 ans, j'aurais dû préparer un texte ou être quelque chose, mais j'avais décidé à l'époque de simplement réagir. Et je savais, bien sûr, que, dans un sens, le public ne s'attendait pas à entendre un récit qui allait clarifier, parce qu'ils savent tous de quoi ça a l'air, une fusée qui décolle. Alors, j'espère qu'eux, ils ont eu l'expérience du son qui nous frappe, et il y a une partie de moi qui dit j'aurais dû simplement être en silence et laisser Michel me décrire, mais c'est cassé et je suis tellement reconnaissant. M'ont dit ne sois pas journaliste ici, simplement sois Philippe, sois le frère. Et donc, c'est ma réaction. C'était honnête. C'était ce que je ressentais. Et quand je regarde à rebours, je me suis dit, est-ce que j'aurais pu être un petit peu plus vendeur, etc. Mais je pense que CKC a capturé exactement ce qu'il voulait. Je peux vous partager avec vous que ma femme m'a dit qu'elle était accolée à ma mère dans les gradins de famille et elle sentait plus sa main parce que ma mère serrait tellement fort et elle avait, mais elle savait qu'elle n'avait pas le loisir de séparer. Donc, pour mes parents, sont une indication que leur réflexe naturel, c'est simplement de se fermer la gueule et de regarder et croiser tous nos doigts, tous nos orteils et dire « j'espère que ça marche ». Et parce que on n'est pas des habitués de lancement et qu'un lancement, c'est foudroyant, on se demande à tous les 10 secondes, est-ce que c'est supposé de faire ce bruit, d'avoir cet éclat, etc., etc. Alors, on se fie, bien sûr, à ce qu'on entend par les haut-parleurs. Et on entend, c'est un peu comme le pilote anglais sur les lignes d'aviation, quand on rencontre la turbulence et puis la voix arrive et dit « on est en train d'avoir un petit niveau de turbulence » et ça nous rassure. La voix est très rassurante et les astronautes qui étaient devant nous, et leur tâche, c'était de répondre à nos questions. Eux, ils étaient tellement heureux et ce qu'ils voyaient semblait normal. Alors, il faut vraiment pouvoir lire toute la situation et tout ceci était exprimé dans ma voix. Et ce que je trouve intéressant quand je réécoute cet enregistrement, c'est Michel. Parce que je connaissais Michel, bien sûr, j'avais travaillé avec lui pendant plus d'1 mois et c'était pas sa voix naturelle. Lui aussi, journaliste habitué, tu sais, supposé d'être j'ai tout vu. C'était comme s'il était sur les montagnes russes à Disney World. Là. Il était tout aussi ébloui que les autres. Puis, on a fait un beau couple aux deux. Le journaliste qui perd son objectivité et le frère qui perd la parole. Exactement. Alors, c'est ça qui ajoute à l'authenticité et je ne retournerai pas en arrière et je ne changerai rien. Écoute, moi qui écoute ça, je trouve ça absolument charmant parce qu'il faut quand même le dire. Moi, j'avais vu évidemment tous les lancements de navettes avant à la télé. Quand ça décolle, on est tous pris par surprise, on est tous abasourdis. Il n'y a personne qui peut résister. Puis j'imagine que c'est encore plus intense pour quelqu'un dont le frère est à bord. Ta réaction est tout à fait normale, mais je veux dire, on est tous pris par surprise. Je peux vous raconter ma vision des choses. Pour ce faire, j'ai lu la description que j'en ai faite dans le magazine Québec Science, dans un article qui est publié quelques temps plus tard, pour me rappeler ce que c'est. Et parce moi, j'ai eu la chance de pouvoir, après ça, réfléchir, trouver les mots, mais sur le coup, je n'aurais pas pu trouver les mots. Raconter un peu comment ça se passe. Imaginez, on est donc dans les gradins, environ, je pense, à 3 km de la navette. Ça peut paraître loin, mais c'est assez proche. Surtout quand ça va décoller, on va se sentir qu'on est assez proche. Et là, on est aux petites heures du matin. Comme par hasard, le soleil se lève. Tout le ciel est rose. Et là, ce qu'on voit, nous autres, on ne voit pas très bien la navette spatiale parce que entre nous et la navette, il y a une structure de métal, une structure métallique qui sert, entre autres, à l'embarquement de l'équipage. La navette se trouve derrière cette structure. On la voit plus ou moins. Et là, donc, imaginez que le jour se lève, le ciel devient rose.
Et là, à un moment donné, le compte à rebours qu'on suit, puis tout est correct, il n'y a pas de problème technique, il n'y a pas de problème météo. Et là, on arrive dans les dernières secondes du déclenchement. Et là, je pense que tout le monde est très stressé parce qu'on sait qu'on va assister à quelque chose de formidable. Et là, on voit soudainement apparaître 2 nuages de fumée de chaque côté de la structure. C'est les moteurs de queue de la navette qui commencent à s'allumer pour prendre leur pleine puissance. Et à l'heure T0, donc à 7h03 du matin, les fusées à poudre s'allument et là, la navette s'envole. Première surprise qu'on a tous, je pense, c'est qu'elle s'envole en silence. On la voit s'élever en silence. C'est très troublant. Et là, la lumière que dégagent les fusées à poudre, elle est très étincelante. Dans le magazine Québec Centre, je parle qu'elle est comme de couleur argent, presque aveuglante. Ça aussi, c'est impressionnant parce que les caméras de télé que vous avez vues à la télévision, eux autres amoindrissent un peu l'impact, le contraste. Mais donc, la lumière est extrêmement brillante. Et là, donc, la navette s'élève en silence. C'est assez surprenant. Et environ, peut-être quelques secondes plus tard, on est frappé par un mur de son. C'est comme s'il y avait un courant d'air qui nous frappait, sauf que l'air, il n'y a pas de courant d'air, l'atmosphère est très calme. On est frappé par un mur de son. Et là, tout se met à branler autour de nous. La terre tremble, les estrades tremblent, nous, on tremble. Et là, pendant ce temps-là, la navette s'élève. Et là, tout le monde est vraiment abasourdi. Personne ne s'attendait à ça, sauf peut-être ceux qui ont eu la chance d'en voir quelques lancements avant. Mais je pense que même si j'en avais vu 2, 3, 4, 5 lancements, j'aurais été toujours aussi embêté, aussi et surpris par ce qui se passe. Et la navette ça décolle très, très rapidement. C'est-à-dire qu'après 1 minute et demie, elle est comme difficile à voir à l'œil nu. On peut la suivre avec des jumelles ou, comme Philippe mentionnait, il y a des écrans de télé tout autour de nous qui nous permettent de la suivre. Ça, c'est ce que vous voyez à la télé. Nous aussi, on peut la suivre. Et le premier constat de tout le monde, c'est que c'est un moment extraordinairement intense et qui passe extraordinairement rapidement. On a l'impression que ça s'est passé en quelques secondes alors que ça a peut-être duré 1 minute et demie. Et là, je pense que le réflexe de tout le monde, c'est de dire: pourriez-vous recommencer, s'il vous plaît? Là? Ça a été trop vite. On voudrait revoir, on voudrait revoir un lancement. Parce que franchement, là, c'est un spectacle tellement foudroyant. Donc, tout le monde se regarde, tout le monde, les gens rient, les gens pleurent, les gens ne savent pas quoi dire, ne savent pas quoi faire. Je me souviens même pas de ma réaction, de celle de Michel et de celle de Philippe, qui, eux autres, devaient le couvrir en direct. Moi, j'avais la chance de dire: apprécie le spectacle, tu écriras ton texte par après. Mais on est vraiment renversé par ce qui se passe. Et là, on voit la navette spatiale. La navette spatiale dégage une traînée de gaz dont on nous dit qui s'étend sur à peu près 200 mètres, et la navette laisse derrière elle une traînée de fumée, une colonne de fumée qui nous permet d'ailleurs de suivre sa trajectoire. Et ça, c'est très impressionnant. Il y a donc toute une colonne de fumée de plusieurs dizaines de kilomètres qui va éventuellement se dissiper avec le vent, qui va comme se briser. Mais sur le coup, là, c'est comme si la navette était sur un pilier de fumée. Et donc, environ au bout d'1 minute et demie, elle est rendue tellement haute qu'on peut encore la voir à l'œil nu, mais ça devient difficile, ça prend des jumelles. Mais vraiment, le spectacle passe tellement rapidement que tout le monde est abasourdi, tout le monde se regarde et tout le monde, je pense, a la même pensée. On voudrait en revoir une s'envoler. Ça a été tellement rapide, ça a été tellement spectaculaire. Malheureusement, c'est le seul lancement auquel on va assister ce jour-là. C'est comme si j'y étais. Ta description est tellement parfaite et tu m'arraches les mots de la bouche parce que c'est presque religieux et dans un sens, c'est pas catholique, pas bouddhiste, pas quoi que ce soit, mais simplement, voici une religion séculaire, c'est ce qu'on peut faire avec notre ingéniosité et notre intellect. Alors, c'était un moment extraordinaire et tu l'as parfaitement décrit. Au niveau du bruit, moi, ce que j'ai redécouvert par la suite, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'y assister, c'est à peu près le bruit quand vous assistez à des feux d'artifice. Moi, souvent, quand j'entends le bruit d'un feu d'artifice, c'est le même bruit. Mais imaginez ce bruit-là multiplié par peut-être 100 000. C'est donc une force intéressante. Mais c'est vraiment, à chaque fois que j'ai vu des feux d'artifice par la suite, je reconnais le bruit du lancement de la navette en me disant c'était tellement plus intense. Le côté peut-être un petit peu navrant, ça va peut-être surprendre les gens, c'est qu'une fois la navette envolée, il n'y a plus rien à voir. Tout le monde quitte. Et je pense que, je ne sais pas, Show over. le souvenir que j'ai, c'est qu'une demi-heure après,
Il n'y a plus rien, c'est le désert, il n'y a plus personne, le party est fini, si on peut dire, tu sais. Et là, c'est un peu comme, d'ailleurs, l'analogie que je faisais, c'est comme quand vous assistez au départ de quelqu'un à l'aéroport, l'avion s'envole, bon, ben on rentre chez soi. Très, très vite, les estrades se vident, tout le monde se rentre chez eux, et c'est un peu déboussolant, tu sais. Fait que... un souvenir que j'ai qui est assez amusant, c'est une anecdote, c'est que peu après, je ne sais pas, peut-être 1 heure après, je suis sur le site encore, je vais me préparer pour m'en retourner à mon hôtel et je dois faire route vers Houston, mais je croise Bob Thirsk. Bob Thirsk, c'est le substitut de Marc, c'est celui qui aurait pu être à bord de la navette si Marc avait eu un problème, par exemple, de santé à la dernière minute. Je demande à Bob, et puis Bob, tes impressions. Et moi, j'ai toujours adoré Bob, je le trouve très humain, très, très spécial. Super, et Bob me dit... Ben, je suis un peu déçu. Ah oui? T'es déçu de quoi, Bob? Ben, il dit, je suis un peu déçu de ne pas être à bord. J'aurais aimé ça être à bord de la navette spatiale. Parce qu'il faut savoir que Marc, là, il s'est entraîné intensément pendant 6 mois pour réussir à s'envoler. Bob Thirsk a fait le même entraînement, genre 14 heures par jour, 7 jours par semaine pendant 6 mois. Et lui, malheureusement, il est resté au sol. Mais Bob, belle philosophie, il m'a dit, ben, de toute façon, c'est pas très grave. Je vais être du prochain vol. Donc, mon tour s'en vient. Ce que Bob ne savait pas à l'époque, c'est qu'en réalité, il ne sera pas le 2e Canadien à aller dans l'espace, mais il va être le 5e Canadien et ça va être en 1996. Il va donc devoir attendre une 12aine d'années avant enfin de s'envoler. Et quand je disais un peu plus tôt que les astronautes, habituellement, ils s'entraînent pendant des années avant d'avoir la chance de s'envoler, ce qui n'a pas été le cas de Marc, bien, Bob est un exemple de ça. Il va avoir 2 chances, Bob. Il va avoir la chance de participer à une mission de la navette spatiale en 1996, une mission de 2 semaines. Donc, il va aller dans l'espace, il va goûter à l'espace. Et en 2009, je pense, si ma mémoire est bonne, il est allé passer 6 mois dans la Station spatiale internationale. Il est le premier astronaute canadien à avoir séjourné 6 mois dans la station spatiale. Donc, il va avoir la chance d'aller dans l'espace, mais ça va y prendre beaucoup plus de temps. Dis-moi, toi, Philippe, c'est quoi tes souvenirs suite au lancement et qu'est-ce qui s'est passé dans les heures qui ont suivi? Là? Est-ce que tu as encore un souvenir de comment ça s'est passé de ton côté? Oui. Premièrement, comme toi, j'avais un deadline, si tu veux. Je devais me rendre à Houston parce que c'était à ce moment-là, le vrai travail commence. Là, je dois passer de frère ébloui à journaliste. Et parce que j'étais fatigué, parce que j'étais émotionnellement un peu vide, tu sais, j'avais employé toute mon énergie, il y avait une partie de moi qui voulait rejoindre ma famille et me coucher et ensuite passer une journée à la plage et regarder le reste de l'expérience à la télé. Mais je suis tellement heureux que ça n'a pas été mon sort et que, à l'inverse, je suis allé rejoindre la communauté des journalistes, aller à Houston pour le 2e volet. Exactement. Pour vous donner une idée je pense que Philippe était dans le même état que moi. Le souvenir que j'ai, moi, c'est donc la navette s'envole, on quitte le site de Cap Canaveral pour s'en retourner à son hôtel, faire sa valise, et là, prendre l'avion pour s'en aller à Houston. Et le souvenir que j'ai, c'est littéralement ça. C'est celui d'arriver à l'aéroport, de m'installer dans mon siège d'avion et de me faire taper sur l'épaule quelques minutes plus tard par une hôtesse de l'air qui me dit « Monsieur, préparez-vous, nous atterrissons à Houston ». Je n'ai jamais vu le décollage de l'avion. Je pense que ça prenait 2 heures d'avion pour se rendre à Houston. Il faut dire, hein, la veille, on s'était couché de bonne heure, on avait mal dormi, on venait de vivre, donc j'avais plus ou moins dormi cette nuit-là, on s'était levé à 2-3 heures du matin. On venait de vivre une émotion très intense qui est le lancement. Fait que je pense que quand je me suis assis dans mon siège d'avion, probablement en début d'après-midi, le 5 octobre, j'étais vidé, j'étais vanné. Et c'est la seule fois dans ma vie où je n'ai jamais vu de décollage. Moi, je trouve ça toujours spectaculaire d'être assis dans un avion quand ça décolle. Je n'ai jamais vu. Et comme je vous dis, j'ai vraiment le sentiment que 5 minutes après, une hôtesse me dit « Préparez-vous, monsieur, nous nous posons à Houston ». Comme l'a mentionné Philippe, donc on arrive à Houston. Houston, ben, c'est la Mecque des astronautes. Hein. C'est là que s'entraînent et vivent les astronautes. C'est là que sont dirigées les missions spatiales. Donc, c'est l'endroit où d'y être. Pour ma part, c'était la première visite que je faisais à Houston. Je n'étais jamais allé. Je suis allé quelques fois par la suite, mais c'était ma première fois. Pour situer le centre, bon, Cap Canaveral, comme le dit, c'est un port spatial. C'est donc des pas de tir d'où s'envole la navette.
Le centre spatial de Houston, d'abord, il faut dire que, contrairement à ce qu'on dit, il n'est pas situé à Houston, mais il est situé au sud de Houston, probablement à une vingtaine de kilomètres. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé la distance. Là. Imaginez que c'était une vingtaine de kilomètres au sud de Houston, dans un endroit qui était à l'origine des pâturages, avant que le centre soit construit dans les années 60. Et donc là, on a construit une espèce de cité universitaire, une série de bâtiments, souvent de 2-3 étages, répartis dans un champ. C'est très, très beau. Il y a beaucoup de verdure, il y a beaucoup d'arbres, il y a beaucoup de végétation exotique en ce qui nous concerne. Et donc, vous avez l'impression d'être sur un campus universitaire où il y a différents immeubles affectés à différentes tâches. La première chose qui surprend quand on arrive à Houston, c'est que dans le gazon à côté du centre spatial, il y a encore là une Saturne V qui est couchée sur le côté. Encore là, c'est une véritable fusée, c'est pas une maquette. Elle aurait pu envoyer des astronautes sur la Lune et je pense que tous ceux qui arrivent à Houston font presque un pèlerinage d'aller voir la fusée parce que c'est tellement impressionnant. Même si on a vu celle de Cap Canaveral, on voit une autre Saturne V. Donc, la fusée là, et un peu comme à Cap Canaveral, à l'époque où on a visité le centre spatial, Philippe et moi, la fusée était en plein air, soumise aux intempéries. Aujourd'hui, ils ont mis un bâtiment par-dessus. Et donc, vous arrivez dans une coquette, un coquet campus universitaire. Il y a différents immeubles, dont l'immeuble de presse où on nous amène. Encore là, c'est un endroit très accueillant où on nous accueille gentiment. Il y a beaucoup de documents. Il va y avoir plein de spécialistes qu'on va pouvoir rencontrer, etc. Et donc, là, c'est l'endroit où nous allons passer une semaine. Et on peut se promener d'un bâtiment à l'autre parce qu'il y a différents bâtiments. On va en parler dans quelques minutes. C'est donc un endroit très charmant. Autre détail à dire, nos hôtels se trouvent juste de l'autre côté de la rue. Les rues sont larges, l'espace est vaste, ce qui fait que partir de notre hôtel, aller au centre spatial, ça prend peut-être 15-20 minutes de marche, mais c'est juste de l'autre côté de la rue. Et la rue, c'est un immense boulevard, je pense à 4 trams dans chaque sens est-ouest. Là, donc, c'est un gros boulevard à traverser, mais il y a une lumière rouge. Une chance qu'il y a un feu rouge pour circuler. Donc, on est juste en face du centre. On peut s'y rendre à pied si on veut. Il y en a qui vont se rendre en voiture, même si c'est 15-20 minutes de marche. Et donc là, il y a le site, le local de presse, mais il faut dire une chose, qu'il y a un détail qui est un peu amusant, puis on va en parler dans quelques minutes, c'est que nos bureaux de travail n'étaient pas dans le centre de presse. Un autre immeuble qui est situé juste à côté, c'est un musée dans lequel il y a des, entre autres, il y a la capsule d'Apollo 17, puis il y a toutes sortes de, je pense qu'il y a un module lunaire, il y a plein d'équipements à voir. On nous avait aménagé des bureaux dans ce local de presse-là. Décrivez-nous un peu plus, c'était quoi notre environnement de travail, Philippe? Effectivement, c'était un musée qui, si on laissait traîner nos yeux, si on regardait un peu à droite, on se disait, mon Dieu, c'est la capsule, je pourrais la toucher. Ou c'est le véhicule qui est lunaire à 4 roues. Là, la Jeep. La Jeep, etc. Et donc, un peu comme au Cap Kennedy, on a toujours l'attention partagée. J'ai du boulot à faire, mais regarde ce qui est à gauche, regarde ce qui est à l'extérieur. Et c'était plusieurs tables qu'ils avaient mis en série. Et les gens étaient branchés avec leurs enregistrements, etc. C'était une communauté, un peu comme dans les gradins, sauf un peu plus permanent parce qu'on allait être là pour 10 jours ensemble. Et puis de l'autre côté, à l'extérieur du building, il y avait le centre de presse. Alors, on allait entre les deux vraiment d'une façon journalière. Et j'étais un peu surpris, mais très content qu'ils nous ont pas mis dans je sais pas, une salle quelconque, mais qu'ils ont fermé le musée au public pour nous l'offrir, nous, aux gens de presse. Alors, c'était vraiment un environnement amniotique. Moi, si je pensais que j'étais là parmi des gens qui en savaient beaucoup plus sur l'espace que moi, j'étais en erreur. C'était des journalistes, mais pas des scientifiques comme toi, qui pouvaient me donner des conseils. Donc, j'étais très heureux d'avoir ton amitié et ton aide à ce moment-là. Mais ta question était vraiment au début. C'était comment? Je pense que c'était le choix parfait pour les gens de la presse. Et il faut se rappeler qu'on n'avait pas de problème de Wi-Fi et d'autres choses comme ça. Non, c'était super analogue, rien de numérique. Et on s'arrangeait de façon à pouvoir faire nos travaux. Mais les gens étaient tellement accueillants et on pouvait croiser des astronautes dans les couloirs.
bien sûr pas en habit d'astronaute, mais on savait qui on regardait, tu sais, Judy Resnick, etc. Alors, c'était un environnement assez spécial. Et j'imagine que si j'étais journaliste de carrière, il y aurait une grande variété entre les centres qui sont accueillants et les centres qui sont, OK, il faut les garer quelque part, mettez-les là. Absolument. Alors, c'était beau. C'est ça. Il faut dire, le centre de presse, c'est un endroit merveilleux fréquenté. Entre autres, il y avait une salle de photos où on pouvait avoir accès à toutes les photos qu'on pouvait imaginer. Il y avait une salle pour les films, donc la télé, elle a besoin de films, etc. Il y avait des locaux de conférences. Souvent, de la journée, il y avait différentes conférences. C'était les responsables des expériences scientifiques. C'était les responsables de la mission qui faisaient un bilan. Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il y a des problèmes techniques, etc. Il y a toujours plein de choses à discuter. Une petite déception que j'ai eue, moi, en allant à Houston, je penserais qu'on pouvait assister à ce qui se passe en direct de la centre de contrôle, c'est-à-dire derrière Mission Control, il y a un endroit où les visiteurs peuvent aller voir les techniciens en train de travailler. Je pensais qu'on y aurait accès, puis ce que j'ai appris rendu là-bas, c'est que quand il y a une mission spatiale, à moins d'être un VIP, le vice-président des États-Unis, là, personne n'a accès à cette chose-là. Ça a été une petite déception. Il y a quand même des moments aussi assez inoubliables qui se sont passés durant cette semaine-là. Une semaine où on a passé, Philippe et moi, et je sais pas, on devait être une quinzaine de journalistes étrangers à couvrir la mission. C'était vraiment passionnant. On a eu plein de conférences de presse, etc. On a rencontré des astronautes, plein de gens formidables. Et on fait même parfois des rencontres inusitées. Et là, je veux t'amener à la rencontre qui s'est passée lorsqu'un jour, je ne sais pas si je dirais que tu faisais du pouce, mais tu t'es fait ramasser sur le pouce. Oui, je faisais pas du pouce. Et pour nos écouteurs, on a la même histoire, Claude et moi. C'est ça qui est tellement drôle. Alors, moi, j'avais une voiture pour me rendre du Holiday Inn à la station, à la base Johnson. Mais parce que c'est le Texas, tout est grand. Donc, le stationnement est énorme et est assez... Et c'est un parcours de presque, je sais pas, un demi-kilomètre pour se rendre au premier building. Alors, parce que tout est répandu, ils avaient beaucoup de place. Et Houston est très mouillé, très humide, ils ont souvent des pluies. Et donc, je marchais de ma voiture vers le musée où j'allais faire mes rapports un matin. Et une voiture ralentit à côté de moi parce qu'il pleut, il mouille assez haut. Et c'est évident que je m'en vais vers la base. Et la porte s'ouvre et Judy Resnick, qui malheureusement est morte durant le vol de Challenger en 86, et c'est impossible de ne pas la reconnaître parce qu'elle avait des cheveux frisés. Et les cheveux frisés, quand on en a beaucoup et c'est humide, deviennent vraiment énormes. Alors presque, je ne sais pas comment elle conduisait avec ses cheveux comme ça, mais elle dit « Embarque !» Rappelez-vous qu'en 84, une femme ne demande pas à un homme de 24 ans qu'elle n'ait jamais vu de simplement embarquer en voiture. Alors, c'était un aspect de confiance, mais sans voler ton histoire, j'aimerais ajouter que à Houston, quelqu'un à pied, les gens ont l'impression que cette personne a eu un accident parce que personne se transporte à pied. Donc, elle pensait qu'elle m'aidait, tandis que moi, j'étais simplement un Canadien qui a dit « Bon, OK, il faut que je fasse une marche entre ici et là, et c'est tout. » Mais elle était tellement sympa et, tu sais, à tout moment, j'avais envie de dire à tout le monde « Hey, c'est mon frère, c'est mon frère, c'est mon frère! Mm-hmm. » Alors, et avec elle, je l'ai dit immédiatement. Et puis, c'était une femme très engageante, très humble et super accueillante. Et merci pour le lift, Judith. On passe à toi maintenant, Claude. Exactement. En fait, ce qui est drôle, hein, comme Philippe l'a un peu mentionné, c'est que quand on a partagé nos souvenirs, Philippe et moi, il me raconte cette anecdote-là et je dis, mais Philippe, il m'est arrivé exactement la même chose. Moi aussi, je me rendais au centre à pied parce que justement, c'était peut-être 15-20 minutes de marche, puis pourquoi pas. Et effectivement, je me suis fait arrêter par Judy Resnick qui me dit, montez à bord, je vais aller vous reconduire à la salle de presse. On a le même souvenir qui est quand même absolument épatant. Ça vous montre un peu le genre de rencontre qu'on peut faire. J'ai fait une autre rencontre amusante dans ce sens-là. Je ne me souviens pas exactement des circonstances, mais quand j'étais dans le building de presse, à un moment donné, je croise le responsable des films de la NASA, celui qui conçoit les films où on voit les astronautes, les résumés de mission, etc. Puis je commence à parler avec lui, puis il voit que je suis passionné pour l'espace. Il dit « Venez avec moi ». Et là, il me fait rentrer dans j'oserais presque dire, sa caverne d'Ali Baba.
imaginez un gymnase rempli de bobines de films. Et là, il m'explique un peu que son métier, lui, ça fait depuis 20 ans qu'il monte tous les films. Tous les films, quand vous voyez des astronautes d'Apollo, Apollo, Gemini, Mercury, navette spatiale, c'est lui qui les monte, c'est lui qui conçoit ces films-là. Et là, il vraiment ça jase ensemble et dit « Qu'est-ce que ça vous tente de voir? » Et là, j'ai probablement des millions de films autour de moi, fait que j'ai aucune idée. Et là, j'ai l'idée de lui dire « Écoutez, c'est quoi vos trésors? C'est quoi les films qu'on vous a peut-être jamais demandé, mais qui sont des petits bijoux? » Et là, j'ai passé une après-midi fascinante avec lui qui me montrait ses trésors, qui me montrait des films. Vraiment, là, mais j'aurais aimé ça, j'aurais passé un mois avec lui là, à regarder tous les films. Il devait avoir des choses extraordinaires. Mais c'est le genre de rencontre que l'on fait là, tout à fait par hasard. En plus qu'on rencontre aussi des ingénieurs, on rencontre des astronautes, etc. Une autre rencontre, pour vous donner une idée comment ça se passe, il y a, tout au long de la semaine, il y a des conférences de presse, entre autres données par des scientifiques qui sont responsables de différentes expériences. Et il faut savoir qu'à bord de la navette spatiale, à bord de la navette où se trouvait Marc, il y avait dans la soute un radar photo qu'on appelle un SAR, S-A-R. C'est en quelque sorte une antenne radio qui prend des photos de la Terre. Et l'intérêt d'un SAR, c'est que ça peut photographier le sol terrestre, peu importe la météo, peu importe l'éclairage. Par exemple, un SAR peut photographier la Terre en pleine nuit et vous allez voir comme si c'était une photo prise en plein jour. Et durant la mission de Marc, ça s'était donné, c'était la première fois qu'on mettait au point cette technologie-là, qu'on testait cette technologie en vol, le SAR. Et comme par hasard, la navette, les astronautes avaient pris une photo de Montréal. Ils étaient passés au-dessus de Montréal environ à 300 km d'altitude et ils avaient pris une photo alors que Montréal est recouverte de nuages. Si les autres, ils avaient photographié Montréal, on n'aurait rien vu, on aurait vu des nuages, mais le SAR, lui, onde radio, onde radar, passe à travers les nuages, a observé la ville. Et là, en conférence de presse, le chercheur nous présente fièrement une grande photo de Montréal, la dimension d'un tableau dans une classe, là, je ne sais pas moi, 2 mètres par 4 mètres ou quelque chose comme ça. Et il présente ça tout fièrement. Après la conférence de presse, je vais voir le chercheur, j'ai dit, écoutez, c'est la ville où j'habite. Ça. Il dit, ah oui, vous habitez là? Oui, c'est ça. Il dit, qu'est-ce que vous voyez? Fait que là, je commence à y décrire. Ça, c'est le fleuve Saint-Laurent, les îles de l'Expo 67, le pont Jean-Cartier, le centre-ville de Montréal, le Mont-Royal. Et là, j'ai dit, écoutez, je pense que je vois ma maison. Et là, les yeux lui écarquillent. J'ai dit, regardez, je monte la rue Saint-Denis. Ça, c'est la rue qui mène chez moi. Je suis rendu à la hauteur du boulevard Rosemont. Ça, c'est le boulevard Rosemont. J'ai dit, écoutez, je mets mon doigt sur un endroit. J'ai dit, ça, c'est le pâté de maison où j'habite. En fait, on ne voyait pas ma maison, mais on voyait l'ensemble des maisons de la rue. Et je peux mettre mon doigt dessus. Et là, le chercheur, il était tout à fait renversé de quelqu'un qui dit, une photo prise depuis la navette spatiale alors qu'il y avait une couverture nuageuse au-dessus de Montréal, un des citoyens, un des résidents est capable de voir, de détecter sa maison prise par son SAR. Ça montrait la capacité de cette technologie-là. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des centaines de satellites qui utilisent la technologie SAR pour soit à des fins civiles, de télédétection, d'observation des ressources naturelles ou à des fins militaires. Mais cette technologie-là qui a été testée pour la première fois à bord de la navette spatiale où se trouvait Marc Garneau est maintenant une technologie utilisée par tous les pays du monde à différentes fins. De ton côté, Philippe, je veux t'amener, je pense que c'est au 6e jour de vol, tu me corrigeras si je me trompe, la fameuse conférence de presse en vol, c'est-à-dire que les astronautes qui sont à bord de la navette spatiale vont donc s'entretenir avec les journalistes et on va pouvoir leur poser des questions en direct. Raconte-nous cet épisode-là où tu as joué un rôle un peu particulier. Ah, il faut dire une chose, peut-être juste avant de situer. Lors de cette conférence-là, il y a eu une première. Philippe a fait partie d'une première. C'était la première fois qu'un journaliste interviewait un membre de sa famille dans l'espace, puisque Philippe va parler avec son frère. Donc, tu es à l'origine d'une première spatiale. Oui, mais ce qui a changé, c'est que j'étais aussi le premier à parler avec Marc, parce que... Si tu me permets, je vais le raconter. OK, oui, raconte ça. Ce qui était parce bizarre, que c'est ça qui crée l'histoire. C'est quelque chose que tu as fait, toi. Ben, pas nécessairement, mais parce que toi, ce qu'il faut savoir, c'est que, je pense, l'avant-veille, la NASA nous avait demandé d'éterminer l'ordre dans lequel les journalistes canadiens vont
s'adresser aux astronautes canadiens. Il va y avoir les journalistes américains qui vont parler, puis entre-temps, on va intercaler les journalistes canadiens. Et là, j'assiste à cette réunion-là, donc c'est nous, les journalistes canadiens, qui sommes en réunion. Et là, c'est qui va parler, qui va s'adresser le premier, le deuxième, troisième. Et là, il y a une compétition un peu amusante. Vous avez d'une part Radio-Canada, la télévision en français au Canada, et CBC, Radio-Canada en anglais pour le reste du Canada. Chacun va être le premier à s'adresser à Marc. Et là, il y a une petite compétition entre les deux. Et moi, je lance une idée un peu saugrenue. J'ai dit, écoutez, on a ici Philippe Garneau, le frère de Marc. Pourquoi ce ne serait pas lui qui serait le premier à s'adresser à son frère? Ça serait amusant comme scène. Donc, Philippe qui s'adresse à Marc. Et là, tout le monde a dit, ben oui, c'est une excellente idée. Et là, ça a permis de dire, Philippe, c'est un francophone, il va s'adresser à Marc. Le deuxième journaliste canadien, ça va être en anglais, donc CBC. Le troisième, ça va être le journaliste de Radio-Canada, en l'occurrence Réal Damour, qui va s'adresser. Et là, tout a déboulé comme ça. Fait que Philippe a permis de faire une espèce de compromis entre les deux qui voulaient être les premiers à qui parler. Et c'est comme ça que Philippe est devenu, non pas, je ne sais pas, est-ce que tu as été le premier à s'adresser aux astronautes ou il y a eu d'abord un ou deux journalistes américains, puis après ça, il y a eu toi? Comment ça s'est passé? Te souviens-tu? Il y a eu un journaliste américain qui était membre de ce qui s'appelle AP, Associated Press, Okay. qui a demandé des questions pas à Marc, mais plutôt à Crippen. Ouais. Et ensuite, ils sont passés et j'entends encore la voix du gars qui dit « Philippe Garneau, Telemedia ». Et je me lève et j'ai ma chance. Et ils ne savent pas que je vais m'adresser en français, bien sûr. Ils s'en doutaient pas. Mais j'allais parler en français et en anglais. Et l'autre chose qui est importante, c'est que une fois que toi, tu avais trouvé la solution un peu comme le roi Salomon, tu sais, on va partager en deux. Il y avait la deuxième question, c'était est-ce qu'on peut s'entendre sur quelle devrait être la première question? Parce que si je demandais, « Hey, c'est-tu le fun comme on avait parti? » Si c'était quelque chose de personnel, personne n'aurait eu la suivi. Alors, c'était important que tout le monde soit d'accord quelle sorte de questions je devrais demander. Et j'ai pu offrir mon opinion sur la question, malgré le fait que j'étais simplement un acteur, si vous voulez, parce que je leur ai dit, il faut que cette question soit formulée d'une façon à ce que Marc ne puisse pas répondre avec oui ou non. Sinon, il va répondre avec oui et non et il va se taire. Parce qu'il était ultra conscient de ne pas attirer le spotlight sur lui, simplement parce qu'il y avait d'autres premières du vol et pour le reste de l'équipage, il ne voulait pas être ceux qui étaient là pour simplement appuyer le premier Canadien dans l'espace. Ça faisait 4 ans qu'il travaillait sur les buts de la mission. Alors, on en revient à la question. Alors, j'ai demandé vraiment à Marc une question. J'ai dit, Marc, en tes mots, avec l'accent sur le pluriel, en tes mots, décris ce qui te passait dans la tête durant le moment du décollage. Alors, les Américains se sont retournés. On n'a pas compris un mot de ce qu'il vient de dire, ce gars-là. Et puis, et moi, je me suis annoncé, parce que le gars avait dit, Philippe Garneau, Télémédia, j'ai dit, Marc, c'est Philippe. Et j'ai demandé la question. Et il a donné une très bonne réponse. Et il l'a donné en anglais parce qu'il voulait que le reste de l'équipage comprenne. Et il a dit, It was just the most exciting short ride. C'était en autres mots, l'aventure la plus courte, mais la plus intéressante de ma vie, parce que je lui demandais de décrire les 8 minutes entre le décollage et l'arrivée dans l'espace. Et un peu comme le lancement, on commence à s'habituer que quand on est journaliste et on suit une mission spatiale, il y a des moments qui sont à l'échelle de Wagner et ensuite, il n'y a rien. Mm-hmm. Alors, on passe d'extraordinaire à une espèce de silence. Alors, ce jour-là, j'ai parlé dans l'espace, j'ai passé un message à mon frère et toutes les caméras étaient sur moi. Je retourne à mon hôtel, je fais mon rapport journalier et je m'assois je me rappelle tellement bien, sur le bout de mon lit et j'allume ma télé. Il n'y avait pas de télécommandeur à l'époque. Et je regarde les nouvelles à ABC et puis ils ont dit, et je me vois, et puis l'annonceur dit, voici le frère, une première qui parle à son frère. Je passe
à CBS. Et voici le frère qui parle à son frère. Et je regarde dans les deux sens. Je suis tout seul à Clear Lake, qui est à 20 km de Houston, etc. Et je me dis, wow, c'est mon grand moment et il n'y a personne qui l'a vu. Exact. Parce que je suis tout seul. Et à 24 ans, ça peut, comme on dit en bon anglais, ça peut fucker avec ta personnalité un peu parce que c'était tellement à l'écart du normal. C'est ça. Si tu veux. Ton 15 secondes de gloire. Ton 15 secondes de gloire. Voilà, mon 15 secondes de gloire, mais simplement parce que j'avais un accident de naissance, que j'avais un frère. C'est tout. On approche vers la fin du balado. Rappelons peut-être la 8e journée de vol, le fameux samedi 13 octobre 1984, le retour de la navette. Ça a été une longue journée parce qu'entre autres, il y avait un ouragan au large de la Floride et il n'était pas certain est-ce que les astronautes pourraient se poser en Floride ou ils devraient aller sur le site de réserve en Californie. Donc, je pense que l'atterrissage a même été retardé quelque peu, à savoir de quel des deux sites on choisit pour finalement se poser en Floride. Ça a été une longue journée, particulièrement pour toi, Philippe, qui s'occupait, je parle, des enfants de Marc. Raconte-nous un peu ta journée, la dernière journée de Marc dans l'espace. Alors, comme tu le dis, elle a été comblée de drames parce que il y avait, pour la première fois, je me suis rendu compte qu'il y avait une cédule, mais si les intempéries de la météo décident autrement, tout change. Alors, je pensais que tout allait terminer et le chef de mission déclare les succès de la science, des premières qui sont passées. Les gens demandent des questions. Marc, qu'est-ce que tu as pensé à ceci et cela? Mais c'est une conférence parce qu'il n'y a rien qui est mal allé. C'est pas une conférence qui est très longue. Mais quand elle termine, tout le monde se lève, tous les journalistes se lèvent, quittent la salle. Les astronautes se lèvent un après l'autre, mais Marc reste collé dans son siège. Et quand il se lève, il descend et il vient me rejoindre. Alors, il y a moi puis lui. Puis dans ma tête, parce que j'y avais jamais pensé, je ne sais pas pourquoi je pensais que c'était un peu comme Apollo, qu'une fois que c'est terminé, les astronautes vont aller dans un site très spécial où ils vont être étudiés, ils vont être mis à l'écart du public pour les accoutumer à la Terre. J'en inventais des choses. Alors, quand Marc a ouvert sa bouche, puis il m'a dit les mots qu'il m'a dit, j'étais « Hein? » Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? « Peux-tu me donner un lift? J'ai pas les moyens de me rendre chez moi. » Je n'ai pas de voiture pour me rendre chez nous. C'est ça. J'ai dit « Non, bien sûr, j'ai pas dit non. » J'ai dit T'es sérieux? T'en croyais pas tes oreilles. T'as rien d'autre à faire? Il dit non, c'est fini. J'ai dit, alors, la NASA, c'est des contrastes extraordinaires. Et alors, j'ai dit, bien sûr. Et je savais très bien où il habitait parce que j'y étais allé il y a 30 jours. Alors, je l'embarque dans la voiture. À un moment donné, il me dit, hey, pas si vite. Je dis, la tête lui tourne encore un peu. Oui, mais définis vite. Quand tu allais à Mach 24 le matin, alors, je trouve que j'ai le pied lourd. C'est tout. Question de perspective. Alors, on arrive chez lui, et puis, c'est noir, parce que c'était son appartement à lui. Sa femme et les enfants sont ailleurs, mais ça, c'était son gîte, si tu veux. Et il allume la lumière, il dit, je pense qu'il est allé brosser les dents ou quelque chose de chose. Mais il faut se rappeler, hein, moi je pensais que ça serait un peu comme César qui rentre à Rome, tu sais, que ça serait, mais c'est Marc qui rentre chez lui, il ajuste la clim, s'assoit, puis il dit, OK, j'ai faim maintenant. Puis je me rends compte qu'il n'y a rien à manger dans le frigidaire parce qu'il était occupé ailleurs. Je dis, de quoi t'as envie? Il dit, tu sais, du poulet frais à Kentucky puis une bière, ce serait super bon dans ce moment-là. Alors, j'ai dit, OK. Alors, toi, prends ta douche, moi, je vais aller chercher du souper. Alors, je reviens avec le poulet frais à la Kentucky puis un six-pack de Coors. Et le publicitaire dans ma tête se dit, je devrais leur dire que c'était son premier désir quand il revient. Et ce que je vous présente, chers auditeurs, c'est l'idée absurde qu'on s'est assis sur le divan, on a allumé la télé, puis on l'a regardé atterrir sur les 3 réseaux américains
en train de manger du poulet frit, puis boire une bière. Et puis, ils disent, voici Challenger qui a atterri pour la première fois. C'était une mission avec le Canadien, etc. Puis après qu'on a vu les nouvelles, on a éteint les nouvelles, puis on dit, OK, belle journée, ciao. Puis il est allé se coucher. Je me perds un peu dans les détails, mais c'était absurde. Mm-hmm. Parce que c'est passé C'était comme si tu étais élu premier ministre du Canada, puis le jour d'après, tu allais à ton coin préféré, puis tu dis, ouais, tu veux les œufs, puis ton café, comment? Tu sais, est-ce que personne a constaté que je viens de rentrer dans les livres d'histoire? Ouais. Tu sais, mais parce qu'il était en famille, c'était la clôture, si tu veux, d'une expérience qui a commencé pour moi au niveau de je vais prendre une chance et peut-être je vais réussir. Lui ayant répondu une annonce dans le journal, le spectacle qu'est un lancement, et soudainement, on revient sur Terre et on est en train de faire la vaisselle. Exactement. Et tout ça en dedans de 10 jours. Absolument, c'est ça. C'est pour montrer un peu les contrastes. Hein. On imagine qu'effectivement, ils sont en cueillis aéro, qu'ils sont paradés. Ça va être le cas de Marc dans quelques semaines plus tard. Mais sur le coup, tu reviens chez vous et la vie ordinaire reprend. Ça a été une aventure extraordinaire. Dis-moi, Philippe, on va conclure là parce que je pense qu'on pourrait continuer encore longtemps. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais ça donne une bonne idée aux gens de ce que c'est à la fois couvrir une mission spatiale puis ce que c'est un peu être dans les coulisses des astronautes. D'ailleurs, je trouve que c'est une fin merveilleuse de penser que Marc revient tout simplement chez lui. Son frigidaire est vide et tu vas chercher du poulet frit Kentucky et de la bière en canette que vous buvez en regardant la télé où on voit Marc et ses collègues revenir de Terre. C'est vraiment étonnant la vie parfois. Sur ce, Philippe, je vais saluer nos auditeurs, nos auditrices. J'espère qu'ils ont apprécié notre long balado. En tout cas, je pense que ça valait la peine parce que ça donne un point de vue qu'on ne voit pas souvent. Et je te remercie beaucoup. Ça a été vraiment un plaisir et on va se revoir bientôt, mon cher. Oui, et comme disait mon fils Emmanuel, again. Again. On le fait une autre fois. Alors, si Marc pourrait voler une autre fois, on aurait beaucoup de fun, toi puis moi. Exactement. Et merci de m'avoir invité à ton balado qui est extraordinaire et de me donner la chance de recueillir tous mes sentiments, de revisiter le passé. C'est dommage que Michel ne puisse pas être là et tous les autres, mais tu m'as offert quelque chose de très spécial en m'invitant à ce balado que je recommande à tout le monde. Ben, c'est ça. Ben, ça a été un plaisir, mon cher, et on se reparle bientôt. OK, ciao. Salut, mon cher Philippe. Claude et Philippe désirent remercier chaleureusement Anne Mills et l'équipe de Zone 3 qui, sans trop le savoir, sont à l'origine de ce balado en produisant un documentaire intitulé Mission Spatiale 84, un premier Québécois parmi les étoiles, et qui est en diffusion sur la chaîne spécialisée Historia disponible au Québec. Ce balado vous a été présenté et réalisé par Florent Meunier avec au contenu Claude Lafleur et à la diffusion Laurent Runigo et Dylan Baillargeon. Sur ce, et où que vous soyez dans l'univers, à bientôt pour un autre voyage dans l'espace.